Voilà, donc elle était, elle, partante déjà pour le colloque et tu nous diras si ton titre, qui est celui que j'ai annoncé, est toujours d'actualité. Donc c'était Récits d'enfance et usage de l'archive, deux approches de l'histoire argentine contemporaine vues par les générations d'après. Oui. Oui, c'est à peu près ça. On va en parler tout à l'heure. Oui, merci donc de cette possibilité de présenter le travail de mes recherches récentes, hein, et dans le cadre du séminaire à Méribert. Et j'ai pensé justement à proposer une communication et parce que la thématique fiction des origines, origine de la fiction, me semblait recouper justement ce travail mené à bien depuis finalement quelques années. Et pourquoi? Parce que je travaille depuis 2017 et dans un projet qu'on a intitulé Les Post-Mémoires. C'est un projet qui a été développé en partenariat avec Teresa Basile de l'Université de La Plata, l'Argentine. Et mais c'est un projet qui a intégré un certain nombre de chercheurs d'Amérique aussi et quelques-uns de ces doctorants qui nous ont aidés à la préparation, à l'organisation de la première journée d'études et perspective post-mémorielle en 2017 et qui ont participé également. On a Valérie ici présente, Valérie González-Bled, mais Vanessa San-Martin et Célia Duperron aussi, qui ont participé à la traduction de certains articles en français et des chercheurs hispanophones qui souhaitaient publier en français. Et le projet s'est poursuivi par une rencontre à Bogota et de chercheurs latino-américains, par des rencontres à l'Université de La Plata, Argentine, et a donné lieu à la publication d'un livre, hein, Les post-mémoires, perspectives latino-américaines et européennes, et où justement, comme je le disais tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir, bon, il s'agit de 28 chercheurs, mais parmi eux, et Ilana Ainaver, qui est présente ici, qui a écrit sur le Brésil, et Martine Bouveau sur l'Italie, Silvia Morim sur le Portugal, et certains des collègues qui sont présents ici, comme Jesus et Amélie Arancha, ont participé également, ont aidé à l'organisation, la mise en place de la journée perspective post-mémorielle, et je les remercie tous et pour cela. Donc, je trouvais que c'était très intéressant parce que bon, le but de ce séminaire ou de ce colloque était de faire connaître les recherches qui sont en cours et qu'on sache les uns et les autres, hein, sur quoi les collègues travaillent. Donc, c'était très opportun par rapport à la thématique parce que le titre que Raphaël annonçait que je lui ai donné, hein, Récits d'enfance et usage de l'archive, de sa proche de l'histoire argentine contemporaine vue par les générations d'après, vous montre que en fait, la question de la génération et de la manière dont les générations qui ont suivi certains phénomènes de violence ou événements liés à des violences politiques du XXe siècle en Amérique latine et ailleurs, et on réélaborait cette histoire à partir d'une perspective qui est une perspective généalogique, à la recherche de certaines origines familiales, mais également à la recherche de reconstruction d'un passé qui reste quand même énigmatique pour beaucoup d'entre eux, et à la reconstruction de, si l'on peut dire ainsi, c'est comme ça qu'il le présente, d'une certaine identité, comment je me situe par rapport à cette chaîne. Donc, l'enfance et le récit d'enfance est un des points clés parce que c'est le retour à l'enfance, c'est le retour au moment où l'histoire a été coupée en deux, au moment dans la vie de ces jeunes et ces enfants qui après vont devenir des jeunes écrivains, des écrivains tout court, hein, ou de cinéastes ou des artistes peintres. C'est le moment où leur histoire a été coupée en deux par ces phénomènes de violence, que ce soit par la disparition des parents, par l'exil, par la prison, par d'autres formes, hein, que ces technologies de la mort ont pu avoir au cours du court XXe siècle, comme aimait l'appeler Eric Hobsbawm. Donc, d'un côté, le retour vers l'enfance, comme une recherche, hein, de ces moments clés, de ce moment zéro qui a coupé l'histoire en deux, et cette volonté de reconstruire un passé et de s'inscrire dans une chaîne généalogique
mais paraissaient deux traits des productions de ces générations d'après qui étaient en lien avec la thématique proposée pour ce colloque et pour ce séminaire qui est devenu un séminaire. Voilà. Donc, je reviendrai donc dans ma présentation. Je travaillerai en deux moments, deux grands blocs. Je vous parlerai d'abord de certains problèmes qui se sont posés à moi ou à nous, enfin, en fonction du moment où la recherche était collective ou individuelle, concernant cette production des générations d'après. Et par la suite, je parlerai du cas argentin, mais de manière très brève, très ponctuelle, pour montrer à quel point le récit d'enfance est le récit qui fait appel à l'enquête et dans l'enquête au recueil des documents d'archives. Ils font appel à l'archive pour reconstruire leur histoire. Comment se manifestent ces deux éléments dans une production argentine récente pour que vous ayez quelques repères plus concrets, disons, concernant une étude de cas, mais qui pourrait ouvrir ou devrait ouvrir la porte à un échange par la suite, parce que je vois et dans le public beaucoup de gens qui travaillent sur ces domaines, que ce soit Ilana sur le cas brésilien, que ce soit Amélie sur la littérature espagnole des générations, de plusieurs générations d'après, et du point de vue de l'histoire, je pense que Jesus Arancha a des choses à dire, et d'autres parmi vous aussi, Caroline, Valérie sur le Chili, enfin, on est plusieurs à avoir travaillé sur ces types de production, sur ces types de problématiques, et plus largement à toutes les personnes qui assistent à ce séminaire. Donc, quels ont été les points ou les défis qui se sont ouverts? Premier constat, et le constat de l'émergence d'une production et vaste en littérature, en cinéma, en art plastique, en théâtre, qui revient vers ces violences et de l'histoire du XXe siècle. Je restreins à l'Amérique latine maintenant, violences qu'on va situer dans la deuxième partie du XXe siècle, notamment dans le cadre des dictatures militaires, notamment les dictatures du Cône Sud, mais pas que, dans le cadre des conflits, que ce soit les conflits péruviens, que ce soit des conflits de longue durée, comme les conflits péruviens, comme les conflits colombiens, comme les conflits en Amérique centrale, et qui sont un peu plus décalés dans le temps, vers la fin du XXe siècle. Cet ensemble de phénomènes de violence politique ont donné lieu par la suite à une réélaboration par des générations qui étaient à peine nées au moment des faits racontés ou qui étaient des enfants, de petits enfants, tout au plus des préadolescents. Et donc des écrivains, des cinéastes, des artistes peintres qui sont nés entre 1960, 1970, 1980 et qui ont reçu cette histoire en héritage. Donc le premier constat est un constat, si vous voulez, factuel. L'existence d'un corpus en construction très vaste et presque concomitant et lié à ces formes de raconter une nouvelle fois, revenir sur une histoire récente qu'on n'a pas vécue, en tout cas qu'on n'a pas vécue en tant qu'adulte, acteur plein, comme la première génération. D'où la dénomination qui sert à désigner ces productions, les productions de la deuxième génération parfois, les productions de la génération des enfants, de los hijos, entre autres. La notion de deuxième génération revient beaucoup pour le cas latino-américain du fait de la proximité temporelle de ces retours vers le passé, mais on constate à présent l'émergence des productions de troisième génération également au fur et à mesure que le temps passe. Et un deuxième constat concerne le caractère d'acte que ces artistes attribuent à leur production. Ce sont de récits ou de mise en récit, de productions, etc., qui
ont une volonté d'intervention dans l'espace public. Et cette intervention sert à témoigner, à questionner, à interpeller, parfois à questionner vivement la génération précédente, hein, c'est les survivants. Et parfois, il s'agit d'écrivains, de peintres, de dramaturges qui militent eux-mêmes, hein, qui font de l'activisme politique aussi, et notamment au sein d'associations des droits de l'homme, comme c'est le cas de l'association HIJOS en Argentine, qui est née en 1995. Je parle ici plus concrètement de l'Argentine, mais HIJOS s'est développé ailleurs dans le sous-continent. Élabore des deuils, se propose de transmettre, se situe dans une perspective de transmission. Je vois Ilana ici. Lundi, elle a organisé une très belle projection d'un film de Carole Benjamin et ensuite une rencontre avec la réalisatrice. Et elle expliquait, Carole Benjamin lundi, elle expliquait, qui appartient à cette génération, elle expliquait comment elle s'était située tout d'abord, elle avait projeté son film par rapport à la génération d'avant, son père, sa grand-mère, mais qu'elle s'était rendue compte finalement qu'elle se situait dans une perspective de transmission et qu'en fait son documentaire, il était destiné à ses enfants, qu'elle avait en quelque sorte intégré cette optique de transmission. Donc, un premier trait par rapport à cette production, au moins latino-américaine et plus particulièrement argentine, vous le verrez par la suite, cette volonté d'intervention, de construire une littérature qui intervient, qui ne se restreint pas à l'espace clos d'une sorte d'autonomie artistique, hein, ou littéraire lorsqu'il s'agit de littérature, du cadre de cette autonomie, mais au contraire, cette volonté d'intervention, accompagnée d'une volonté heuristique. Ces textes se proposent de comprendre, interroger, mettre en doute, imaginer, faire des recherches avec les moyens propres des langages artistiques qu'ils pratiquent. Il ne s'agit pas d'enquêtes, bien évidemment, historiques, ni sociologiques, ni anthropologiques. Il s'agit de dispositifs d'enquête et qui se font avec le moyen des arts, hein, qu'ils pratiquent et qui parfois ils combinent. Parce qu'un autre trait de la production de cette génération est leur forte intermédialité, et sa forte intermédialité, hein, le recours au dessin dans le film, à la photo dans le roman, au texte dans l'image. Voilà, c'est un travail de communication entre les arts. L'écriture blog, le roman blog par exemple, qui fait appel à différents médias aussi, images animées, quand il s'agit de blog, le blog lui-même intègre le texte, l'image animée, la photo, le dessin, voilà, dans une très grande profusion. Donc voilà, c'est un autre constat. Donc, production émergente, production qui souhaite intervenir dans les débats de l'espace public, production qui affirme sa volonté de compréhension, de produire une forme de connaissance à travers les arts qu'elle pratique, et une production qui pratique très facilement l'intermédialité. Et pareillement, un autre trait qui caractérise cette production, un passage assez facile, assez souple entre le récit factuel et le récit fictionnel, l'exploration de tous les bordures entre ces deux pratiques. Je raconte des faits qui se sont effectivement produits et en même temps, je fais appel à tous non seulement tous les procédés de fictionnalisation du récit factuel, mais également parfois à la fiction au sens strict du terme, dans le sens de ces récits de faits imaginaires, inventés, entièrement inventés, et on passe très facilement d'une forme à l'autre, comme j'essaierai de le montrer à travers quelques exemples. Bon, 2 ou 3 problèmes qui se sont posés à nous une fois que ce constat a été fait. Le premier problème était concernait justement la nomination. J'ai choisi un terme volontairement, enfin neutre et pas neutre, génération d'après, un côté déictique, hein, qui nous permet de trouver plusieurs après en fonction d'un moment précis.
Et en fait, le terme vient d'un très beau film de Robert Baubert, hein, La génération d'après, et c'était sur les enfants de la Shoah. Et, mais en fait, les termes qui ont servi à définir ces générations d'après sont multiples. Et dans le cas de l'Amérique latine, on a vu, comme je vous le disais tout à l'heure, apparaître notamment très fortement le terme génération des enfants, génération de los hijos, hijos, enfants dans les deux sens du terme, ceux qui ont été enfants, quand on parle de la génération des écrivains, de la génération des enfants au Chili, c'est souvent pour parler des écrivains qui ont été enfants pendant la dictature, et pas forcément des enfants directs, hein, de los hijos, de tel ou tel militant ou disparu ou victime du régime de Pinochet. Ils y sont aussi, mais pas seulement. Et dans le cas argentin, le poids du terme hijos dans le sens de la filiation est peut-être plus prononcé qu'ailleurs en Amérique latine, même si ce volet existe bien évidemment aussi, du fait que cette deuxième génération s'est exprimée tout d'abord dans l'espace public en tant qu'organisation, à travers l'organisation HIJOS dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui a été créée, une organisation ONG, hein, de défense des droits de l'homme, qui a été créée en 1995 et qui apparaît dans l'espace public autour des grandes manifestations qui sont organisées pour le 20e anniversaire du coup d'État, hein, qui s'était produit en 1976, comme vous vous souvenez. Et donc, en 1996, hein, l'espace public est vraiment occupé par des manifestations, est occupé non seulement par les maires de la place des Mai, par les grands-mères, mais également par ses enfants. Un autre point important de cette visibilité de la deuxième génération en Argentine concerne le livre des témoignages qui ont été recueillis, et le livre a été publié par le grand poète Juan Gelman et sa compagne Mara La Madrid, hein, un livre qui s'appelle Ni el flaco perdón de Dios, où ils interviewent ces jeunes, ces enfants, hein, qui à l'époque sont des adolescents tout au plus, hein, et leur demandent de raconter leur expérience. Par la suite, et voilà, donc on a là deux actes de naissance, trois peut-être. La création de l'organisation de l'ONG, le livre des Gelman et Mara La Madrid, et l'occupation de l'espace public à travers une pratique d'intervention, hein, qui s'est appelée el Scratch, que vous connaissez, c'est-à-dire dans un contexte d'impunité, parce que voilà, une loi d'amnistie avait été prononcée, une grâce présidentielle plutôt avait été prononcée contre les généraux qui avaient été inculpés dans les années 80 en Argentine. Donc, dans un contexte d'impunité, si vous voulez, juridique, ces jeunes investissent la rue, identifient les maisons où habitent les anciens tortionnaires, où habitaient les anciens tortionnaires, les anciens responsables et des forces armées, et organisent une très bruyante manifestation qui déjà a ces deux pieds, si vous voulez, ces deux pôles, d'un côté manifestation politique et d'un autre côté manifestation artistique, parce que très souvent, ces scratchs sont accompagnés, hein, de ce qu'on peut appeler d'un art de rue qui se veut un art d'intervention, que ce soit à travers des marionnettes, du jeu, des masques, hein, des productions inventées pour ce type de manifestation. Et donc, comment appeler, hein, ces générations? Et tout de suite, je vais vous économiser parce que nous n'aurons pas le temps, tous les débats autour des multiples noms, hein, donnés à ces deuxièmes générations partout dans le monde, ou à ces générations d'après. Mais tout de suite est venu le débat, s'est produit les débats autour du terme post-memory, hein, post-mémoire, forgé par la théoricienne et critique américaine Marianne Hirsch. La notion de post-mémoire, ou génération de la post-mémoire, était plus restreinte dans les premiers travaux de Marianne Hirsch, que ce soit en 1998 ou en 2007. Mais plus tard, en 2012, elle propose une extension, hein, de ces termes de post-mémoire qui
qui me semble plus approprié pour définir différentes générations la production des différentes générations d'après, je y reviendrai. Mais disons que le terme a produit une polémique, y compris en Argentine, parce que je vais parler de ces cas tout particulièrement, du fait qu'il n'était pas forcément adapté aux différents cas, aux différents processus historiques, à l'émergence de ces différentes générations d'après. La réflexion de Hirsch part de l'expérience de la Shoah et des enfants qui n'ont pas vécu eux-mêmes le fait que leurs parents ont vécu, mais qui, en quelque sorte, en ont une sorte d'héritage, et d'héritage incorporé, intégré, embodied, c'est-à-dire intégré même à leur corps et à leur mémoire émotionnelle, si vous voulez. Ce n'est pas leur mémoire à eux, mais ils l'intègrent, y compris affectivement, à travers l'expérience transmise par leurs parents. Dans la première version de la post-mémoire chez Madeleine Hirsch. Plus tard, elle va être la définition va être plus large. Dans le cas argentin, très vite, et en Amérique latine ailleurs, mais pour le cas argentin en particulier, Belenciencio en particulier va contester cette dénomination en disant en fait non, on ne se trouve pas ici devant le cas d'une véritable génération d'après. On se trouve d'une seconde génération. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de ces enfants ont vécu eux-mêmes, en tant que victimes directes, les faits dont ils ne se souviennent pas, du moins de manière consciente, mais des faits qui sont inscrits dans leur inconscient, dans leur corps, dans leur vécu. Par exemple, l'enlèvement des parents, par exemple, la naissance d'un petit bébé dans un centre clandestin de détention. Ces types d'expériences sont des expériences qui font d'eux, en fait, une première génération et non pas une deuxième. Sauf que, ils ne s'en souviennent pas. Et donc, on fait appel parfois à une autre catégorisation, c'est la catégorisation de Susan Sulaiman, toujours concernant le cas de la Shoah, et c'est le cas, Susan Sulaiman parle de la génération 1.0, c'est-à-dire de cette génération qui, en fait, d'enfants qui étaient encore petits au moment des faits, qui en ont un souvenir, mais un souvenir lacunaire, fragmentaire, incomplet, mélangé avec les récits que les adultes leur ont par la suite racontés, mélangé à une forme de souvenirs réels et de souvenirs imaginés ou transposés. Et donc, justement, elle va parler de cette génération 1.0, c'est-à-dire qui a vécu dans ce cas-là, les violences liées à la Shoah, mais qui ne les a pas vécues en tant qu'adultes pouvant en avoir un récit structuré, un souvenir non enfoui, si vous voulez, plus direct de ce passé. Voilà, juste pour vous dire que cette génération a été aussi appelée, ou ces mémoires des deuxièmes ou des générations d'après a été également appelée la mémoire trouée, la mémoire prothétique, la mémoire héritée. Voilà, pour vous dire qu'il y a une vaste et complexe constellation de noms servait à définir c'est les pratiques, les pratiques pour nous artistiques, littéraires de cette génération. Et donc, un problème concomitant s'est posé à nous, c'était le problème de ne pas transposer des catégories issues d'autres processus historiques d'une manière donc acritique. Cependant, il est indéniable que une circulation de ces mémoires des deuxième, troisième, quatrième génération, selon les cas nationaux, une circulation s'est produite et que les enfants, la génération des enfants, la génération d'après latino-américaine ou argentine, n'ignorent pas ces récits qui les ont précédés et qui ont modelé leur appréhension de ces violences. Par exemple, le fait d'associer
les camps de détention clandestine à des camps de concentration, l'identification d'un dispositif concentrationnaire, voilà, naît du fait que les expériences des violences commises par l'État en Argentine dans les années 70, début 80, sont assimilées, sont modelées sur l'expérience de la Shoah. Certes, sur certains points, des études sérieuses ont été menées. Hein, je pense notamment au travail sur le comparatif entre l'Allemagne nazie et l'Argentine, mené à bien par l'historien Daniel Feuerstein, hein, par exemple. Et le génocide comme pratique sociale, c'est un livre monumental, extraordinaire, qui montre les liens. Mais également, il y a tout un imaginaire et une narration, un modèle narratif qui sert de base pour construire et pour réélaborer les expériences du présent, y compris des récits familiaux, hein, parce que certains de ces enfants viennent de familles qui, à leur tour, ont fui l'Europe, que ce soit après ou pendant la guerre civile en Espagne, ou après ou avant les phénomènes de violence liés à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a des histoires familiales qui sont même reprises dans ces récits. Donc, faire attention à la spécificité, mais également au travail de circulation. Et finalement, sur ce point, une notion que nous avons largement travaillée ou évoquée au Sirène, c'est la notion de mémoire multidirectionnelle qui nous a aidés à résoudre ce type de difficultés. Et parce que Michael Rothbard, justement, en 2009, définit la mémoire multidirectionnelle comme une mémoire particulièrement poreuse, c'est-à-dire que les mémoires sont faites d'emprunts et des circulations et sont douées j'aime beaucoup sa formule, et non seulement elles sont hybrides et poreuses, mais également Rothbard perçoit comme leur anachronisme, hein, justement, comme source de leur puissance créatrice. C'est parce qu'elles sont anachroniques, hein, c'est parce qu'elles réinventent à partir des matériaux qui les ont précédés, hein, que ces mémoires arrivent à dire quelque chose de nouveau également. Voilà. Et un dernier point, avant d'évoquer rapidement la production argentine, un dernier point qui se posait à nous était celui du lien entre ces productions contemporaines, parfois ces productions de l'extrême contemporain, et une littérature contemporaine qui n'est pas l'effet des deuxième, troisième ou quatrième générations. Hein. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'intermédialité. C'est un trait qu'on va retrouver ailleurs et non pas seulement, ce n'est pas caractéristique exclusivement de ces générations de l'après. Par exemple, cette volonté, ce rapport au réel et cette volonté heuristique que l'on trouve, je suis ici Bercier et Cheffen, ou je suis ici Dominique Viard, hein, dans des écritures du présent, hein, des écritures contemporaines, en prise avec un réel sur lesquels qu'ils souhaitent comprendre. Cette volonté heuristique, on la retrouve aussi, et même une volonté de réparation, une volonté sanatrice, une volonté de la littérature ou des arts, hein, par rapport à ces faits réels, c'est-à-dire un dépassement dans la littérature contemporaine, de l'extrême contemporaine, de ce qui a été une forme de littérature autocentrée ou art autocentré qu'on a pu connaître, défenseur d'une autonomie, hein, des arts qu'on a pu connaître jusque dans les années 80 ou 90, par exemple. Donc, un tout dernier point était celui de voir comment cette production communique au-delà, hein, de la délimitation de cette catégorie de deuxième génération. Voilà. Donc, une fois cet ensemble de problèmes posés, qui se posent pour l'ensemble de la production et non pas seulement pour le cas argentin ou voire latino-américain, je passe très, très brièvement à vous parler de ces deux volets
que la fiction, que les productions de cette deuxième génération ont eu en Argentine. Je vais me permettre de partager l'écran avec vous. Voilà. Donc, je suppose que vous le voyez, oui? Voilà, donc ça c'est le livre, hein. Je profite pour faire la diffusion, mais bon, Raphaël l'a déjà faite, de ce livre que je vous invite à lire. Et donc, Création des Hijos en 96. Bon, donc ce que je vous disais, le retour, les deux aspects que je voulais évoquer avec vous concernant la production argentine et qui en quelque sorte exprime une certaine spécificité ou certaines différences au sein d'une production plus globale. Tout d'abord, a trait à ce lien initial entre la littérature et les arts de la deuxième génération et le noyau de l'association Hijos créée en 1995. Parce que certains, pas tous, hein, bien sûr, mais certains des représentants et des écrivains et des artistes de la deuxième génération argentine ont été soit des membres fondateurs des Hijos, comme c'est le cas de Raquel Robles, de María Esther Giglio, de Lucila Quieto, de Marta Dillon également, où on passait à un moment ou à un autre par Hijos avant de s'en éloigner. Donc Lucila Quieto, qui est photographe, artiste, peintre, il y a de grandes expos qui travaillent sur ces thématiques, Arqueología de la ausencia et filiation. Et voilà, et d'autres artistes qui reviennent sur cette question des infances, comme Maria Schufra, Virginia Croato. Vous voyez l'appel à tout l'imaginaire enfantin, au dessin enfantin, Thomas Alzogara Ivanella, à l'univers de l'enfant à travers, par exemple, le jouet, à travers les jeux, à travers un recours volontariste à l'autofiction dans toute la palette de ces formes qui vont du récit autobiographique comme Pequeños Combatientes de Raquel Robles au récit plus autofictionnel au sens où on fait intervenir un autre nom, hein, on change les noms, on renonce à l'identification entre le nom de l'auteur, le narrateur et les personnages qui définissaient le pacte autobiographique selon les jeunes, pour passer à d'autres médiations ou masques, que ce soit le nom des personnages, des protagonistes, que ce soit l'introduction ou la déformation de certaines scènes. Donc on fait appel à toutes les variantes de l'autobiographie et de l'autofiction. Et dans le documentaire, on fait une large place à ce qu'on appelle le documentaire à la première personne, qui fait partie aussi du tournant subjectif du documentaire qu'on constate au début du XXe siècle. Et donc, ces formes vont être des formes privilégiées. Je vous présente en 2 mots quelques caractéristiques. Par exemple, le cas d'Ernesto Seman, Soy un bravo piloto de la Nueva China. Ernesto Seman a produit un témoignage sur la disparition de son père, un témoignage destiné à être présenté devant la justice. En même temps, Ernesto Seman écrit ce roman Soy un bravo piloto de la Nueva China, où il utilise 3 régimes, un régime qui réélabore l'écriture, un régime qui réélabore l'écriture de son témoignage, mais le situe dans un dialogue imaginaire entre son père, qui a un autre nom dans le roman, et son tortionnaire, mais en réutilisant et en réécrivant des pans entiers de son récit testimonial et des résultats de l'enquête qui a pu être menée sur la disparition de son père. D'un autre côté, il propose un récit qui est un récit de retour vers le pays d'un fils qui est parti en exil et qui revient au moment de la mort de sa mère, donc il se situe dans le présent.
qui accompagne sa mère jusqu'à sa mort, et ensuite un troisième récit au sein de son roman, qui est un récit fantastique, hein, spéculatif, dans un espace qui s'appelle l'île, qui est une île à la fois utopique et dystopique, et dans laquelle également vont transiter les disparus en tant que fantômes, hein, de cet univers complètement imaginaire. Hein. Dans le cas d'Ernesto Seman, l'enfance apparaît à travers le recours au document unique. Le jouet qui a été sauvé parmi tous les jouets qu'il avait pu avoir, une seule photo de famille qui a survécu à la catastrophe et la dispersion de ses membres, une seule lettre qui reste, hein, de sa mère, de son père à sa mère, et à partir de ce régime, si vous voulez, de l'objet unique, de la photo unique et de la lettre unique, c'est-à-dire une énorme pauvreté en termes documentaires, mais des documents extrêmement marquants, hein, pour le protagoniste, se construit ces récits à triple volet dont je vous parlais. Dans le cas de Raquel Robles, hein, que j'évoquais tout à l'heure, membre fondatrice des Hijos, c'est plutôt l'autobiographie qui prime. Donc, elle va expliquer à quel point son frère et elle sont devenus les petits combattants fidèles, hein, à la lutte de leurs parents et aux répercussions que ces luttes ont pu avoir. Dans le domaine du cinéma, que j'évoquais tout à l'heure, attendez, je viens ici, les enfances apparaissent également à travers l'autofiction, comme dans le cas des Infancia clandestine de Benjamin Ávila. Le recours à l'univers de l'enfance est également rappelé à travers l'introduction de scènes dessinées, d'animations de dessins à la façon de bandes dessinées, et qui vont servir à raconter les moments d'extrême violence dans les films. L'univers de l'enfance est également retravaillé à travers l'autofiction dans le film El Premio de Paula Markovich, où elle raconte l'histoire d'une petite fille qui a dû se cacher avec sa mère dans une localité éloignée de la plage de la côte argentine pour échapper aux militaires. Et c'est également ici, à nouveau, la fiction, et dans son versant autofictionnel, qui prend le pas, hein, dans ce film. Alors que dans la Guarderia de Virginia Croato de 2015, on revient à nouveau sur ces enfances clandestines, des enfants de militants, ici à travers l'expérience d'un groupe d'enfants qui ont été amenés à Cuba pour être élevés par des camarades de leurs parents, tandis que leurs parents continuaient à se battre, hein, en Argentine pendant la dictature. Et vous voyez ici à nouveau à quel point non seulement le thème de l'enfance, mais également les genres, les pratiques, hein, liées à l'enfance, le collage, le dessin, hein, et vont être décisifs dans l'élaboration ici d'un documentaire, hein, qui est un documentaire subjectif, un documentaire à la première personne, une autre donc des pratiques que l'on voit apparaître. Et je finis avec un dernier point. Si le récit d'enfance, hein, et tout l'univers enfantin et les pratiques liées au travail et au jeu de l'enfant, que ce soit scolaire ou dans le domaine du jeu proprement dit, sont mises à contribution dans la confection de ces récits, un deuxième grand un deuxième grand dispositif qui apparaît dans cette production est le dispositif de l'enquête. Le documentariste, le protagoniste d'un film de fiction, le protagoniste d'un roman autobiographique ou autofictionnel, se présentent comme non seulement les survivants, hein, d'une vie, d'un passé familial trouble, mais également comme les meneurs d'une quête
personnelle et d'une enquête sur le destin de leurs parents, notamment la dernière partie de leur vie, enfin les circonstances de leur disparition, mais pas que, hein, également le projet de leurs parents, ce que leurs parents souhaitaient faire, comment ils sont vécus, et de manière souvent très, très concrète, une enquête qui accompagne l'enquête des services d'anthropologie légale, par exemple, pour retrouver les restes. Hein, et c'est le cas de ce livre magnifique, Aparecida, de Marta Dillon, qui raconte la réapparition des restes de sa mère et qui raconte toute l'enquête qui a été menée par elle pour arriver à retrouver la localisation de sa mère. Cette enquête prend également la forme d'une interpellation et d'un travail de rapprochement des survivants de la première génération, notamment des compagnons, des camarades de la famille, des camarades de lutte politique ou de la famille qui est restée en vie. Et cette enquête se met en scène, ce qui donne à ces films, à ces romans, à ces blogs, parfois, comme c'est le cas ici du blog de Mariana Eva Pérez, donne un côté métafictionnel et métanarratif très important. Celui qui mène l'enquête raconte non seulement ce qu'il a découvert, mais comment il l'a découvert, quelles ont été les étapes, quels ont été les espoirs déçus. Et finalement, ce qui m'intéresserait juste mentionner, c'est le fait que souvent, ces littératures qui reviennent sur le passé sont des littératures, là je parle concrètement de pratiques qui sont écrites, hein, je ne parle plus ici de cinéma, des littératures qui sont très liées à une narration oppressante, et notamment à travers le lien entre le roman et le blog. On peut mentionner deux romans qui sont nés comme blog, Diario de una princesa montonera de Mariana Eva Pérez, por un lado, d'un côté, et d'un autre côté, Quien te crees que soy, de Ángela Raboy Urondo. Les deux romans qu'elles ont publiés par la suite sont nés de blogs et sont caractérisés par une écriture qui favorise le présent, hein, une écriture et l'instabilité, hein, par une instabilité du texte qui, à un moment donné, s'arrête et on passe à la décision de le publier sous forme de livre. Et là, dans cette écriture blog, on va retrouver justement tout ce travail d'intervention du dessin sur la photographie, le travail de montage photographique. Ce que vous voyez ici à droite, c'est une surimpression, une superposition d'une photographie de Mariana Eva Pérez et de la photographie de son père qu'on voit en arrière-plan, flou, son père au même âge qu'elle avait, hein, voilà, près du moment où il est disparu. Et le commentaire textuel, mi primera foto con mi papa, hein, cette première photo qui naît d'une manipulation justement de l'archive familiale, de la photographie, pour pouvoir être superposée à une photographie de Mariana Eva Pérez au temps présent. Donc voilà, quelques éléments, quelques caractéristiques de la production, de cette production. Je conclurai en disant que je vous ai parlé ici de cas de romanciers, d'artistes, de dramaturges. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de parler de Lola Arias, dramaturge, et de cinéastes, dans tous les exemples que j'ai donnés, qui ont un lien direct, un lien de filiation avec la génération des disparus, hein, des exilés ou des anciens détenus. Il existe plusieurs cercles, si vous voulez, dans cette production, parce qu'au fur et à mesure que les années passent, à partir du début du siècle, des premières années 2000, d'autres écrivains, artistes, dramaturges, je parlais de Lola Arias, qui n'ont pas eu un lien familial direct avec ces violences, vont adopter ce même type de point de vue, des stratégies narratives, des dispositifs pour revenir eux aussi sur le passé. Mais ça, c'est un autre chapitre. Merci beaucoup de votre attention.
Ben, c'est nous qui te remercions pour cet exposé qui, comme à l'accoutumée, quand j'ai eu la chance de t'écouter, témoigne d'une architectonique de tout un travail collectif et individuel en amont dont là tu nous livres la synthèse. Et on voit bien que c'est nourri de beaucoup de matière et de recensement et de travail collectif aussi. Donc moi, j'aurais quelques questions, mais je vais laisser la parole à mes collègues et amis. En vous remerciant d'être nombreux parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. On est quand même une quinzaine, c'est tout à fait estimable. Je me permets de prendre la parole de façon très impolie. D'abord pour te remercier, Cécilia, pour ta présentation. C'était très, très intéressant. Moi, j'aurais en fait plein de choses à te dire. Mais je dois aller à la fac parce que j'ai une formation à 11 heures. Donc là, il faut que je sorte pitando. Juste une chose, c'est qu'au niveau chronologique, forcément, la situation espagnole est différente et je ne crois pas me tromper en disant que le rapport à l'enfance est au moins différent, voire inexistant. Mais bon, voilà, on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler. Donc, je te remercie et je suis désolée, je vous dis au revoir. Voilà, je m'en vais. Merci d'avoir été. À bientôt. Ouais. À bientôt. Pour rebondir sur ce qu'a dit Amélie, même s'il ne nous écoute pas, par rapport, parce que moi je connais un peu les travaux de Cécile, mais c'est vrai que la conférence d'aujourd'hui m'a fait réfléchir justement, puisqu'elle a insisté beaucoup plus sur les contextes de production et l'origine justement. Et c'est là où je pense qu'il y a des nexes d'union avec les cas espagnols, même si dans les cas espagnols, ce n'est pas los hijos, sont los nietos. Donc c'est la troisième génération en fait qui a été plutôt à l'origine de cette demande mémorielle qui existe aujourd'hui en Espagne. Mais par contre, je pense que dans les deux cas, et tu me diras si je me trompe, Cécilia, mais il y a justement une réaction à un contexte politique ou social qui fait outre un peu de ces situations du passé, dictatoriales ou de violence, dans les cas les amnisties que tu as évoquées. Dans les cas espagnols, c'est plus l'arrivée au pouvoir du Parti populaire et un peu une situation un peu, comme dire, un regard vers le passé assez... je ne trouve pas l'adjectif, mais bon, en disant que, voilà, donc, et même par des attitudes qui revenaient surtout à partir de l'année 2000, une fois qu'il y a la majorité absolue. Et donc, du coup, c'est une sorte aussi, je pense, de réaction forte à ce contexte un peu qui c'est pas qu'il nie les passés, mais bon, en fait, il passe outre, entre guillemets, et qu'il essaye de... Parce qu'en Espagne, c'est clair, c'est que cette réaction se produit à peu près à ce moment-là. Il y en a des réactions en amont, mais pendant que les partis socialistes sont au pouvoir, on va dire, il n'y a pas cette demande claire et nette de revenir vers le passé d'une façon aussi virulente, on va dire comme ça, et pas dans le sens de violence, mais dans le sens de production des choses. Et du coup, c'est cet élément-là qui me fait réfléchir, auquel je n'avais pas pensé entre les nexes d'union entre l'un et l'autre. Oui, je pense que justement, un des soucis qu'on avait quand on a commencé à travailler sur ces corpus, c'est que chacun d'entre nous travaillait sur des aires très précises et des cas nationaux très précis, et qu'il était difficile de... Voilà, il faut faire très attention à la fois à pouvoir trouver certains liens, et que ce soit des liens thématiques ou que ce soit des liens formels, enfin, des procédés. Par exemple, le dispositif de l'enquête, il est omniprésent. Par exemple, le recours à des écritures à la première personne, voilà, on le retrouve dans beaucoup de productions également, à des formes d'autofiction également. Voilà, on trouve un certain nombre des procédés, des dispositifs et voire des thématiques, des emprunts, mais également, il faut faire très attention à ne pas établir des raccourcis et à ne pas
lisser cette production qui est très vaste et qui ne date pas des mêmes années. Mais je pense qu'une production se nourrit de l'autre, hein, et qu'il y a une forte circulation. Et je me dis que dans le cas espagnol, oui, tu signales ça. Dans le cas argentin, ça a été très, très clair. Cette génération naît dans un contexte d'impunité, en réaction à ce contexte, et son travail artistique et littéraire est extrêmement lié à cet acte de naissance. Alors que, par exemple, je sais que dans le cas du Chili, comme on disait tout à l'heure, c'est plutôt un récit sur les enfants en dictature qui va primer. Et il existe une association Hijos chilienne qui est importante aussi, mais les écrivains n'ont pas été autant rattachés, quand je parle de Zambra, de Costa Magna, hein, de Nona Fernandez pour le Chili, n'ont pas été autant rattachés à des milieux de militantisme pour les droits de l'homme qu'en Argentine. Et c'est encore le cas en Amérique centrale, d'après ce que disent nos collègues qui ont fait des recherches là-dessus. Dans le cas péruvien, on a un autre contexte également, parce que nous sommes dans une situation où il y a la mémoire, disons, la mémoire des victimes, voilà, elle est plus complexe, parce qu'il y a les victimes des sentiers lumineux aussi. Donc, effectivement, ce que tu signales me semble tout à fait important. Il faut tenir compte de ce contexte d'émergence, hein, qui est unique. Et à partir de là, oui, construire ces points de convergence que tu signales. Oui. Valérie ? Oui, je te remercie, Cécilia. J'ai adoré ta présentation, comme toujours. Je voudrais savoir s'il est facile de se procurer les œuvres de Ernesto Sermán que tu as citées. Je ne sais pas si on l'a, en tout cas je l'ai, donc il est facile parce que je peux te passer le roman, il n'y a aucun souci, mais disons que je ne sais pas si on l'a commandé pour la bibliothèque, oui. Et j'ignore dans le cas de Ernesto Sermán s'il y a un format e-book, mais pour d'autres membres de ces générations, on trouve très facilement les livres en e-book aussi. Ah oui, mais en tout cas je vais faire une petite recherche si ça t'intéresse, parce que c'est un roman formidable. Mais sinon, déjà dans l'immédiat, hein, je peux te le passer. Ouais. Merci Cécilia. Je peux intervenir ? Oui, donc je me rejoins à mes collègues pour ce remerciement, Cécilia. J'ai beaucoup aimé et bon, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Moi, j'aimerais rebondir sur la question de le statut de la source. Tu as bien expliqué comment une des caractéristiques de ce type de littérature est justement ce passage souple, tu as dit, entre le récit factuel et le récit fictionnel. Et quand tu nous as donné des exemples, tu en as parlé justement, bon, ça m'a beaucoup intéressé le cas de ce roman qui est construit à partir du document unique. Et moi, je me demande justement quel est le statut que la source a dans cette littérature et le rapport aussi avec la narration de l'histoire. Et là, tu me fais penser à, bon, dans le cas de l'Espagne, en fait, bon, en effet, la production, on va dire, littéraire, artistique, créative, elle est plutôt de cette troisième génération. Mais il y a eu quand même des réflexions de la deuxième génération. Et là, je pense notamment à l'historien Julio Arostegui. Et lui, il a proposé quand même un terme qui est clé, c'est le terme de historia vivida. Et c'est justement pour introduire l'importance de ce qui est le témoignage dans le récit historique. Et donc, je trouve que justement, dans ce procédé où le côté fictionnel est aussi soutenu par une histoire biographique, je pense qu'on est vraiment au cœur de ce qui est ces rapports entre l'histoire et la littérature. Et voilà, j'aimerais savoir au niveau de ce statut de la source, comment on peut se positionner face à cette littérature. Voilà. Ce qui est très intéressant dans ce corpus, c'est justement qu'il montre à quel point le concept d'histoire vécue
pour eux, est très problématique. Parce que si je m'en tiens aux écrivains, aux artistes qui ont eux-mêmes vécu ces événements étant enfants, de manière directe ou indirecte, l'enlèvement des parents, la naissance dans un centre de détention, l'exil eux-mêmes, bon, ils sont en mesure de raconter ce passé vécu, de le mettre en mots. Mais dans la mesure où un certain nombre d'entre eux étaient vraiment très jeunes, voire bébés, cette notion d'histoire vécue devient floue et ils le disent. Et c'est pourquoi ils montrent leur rapport au passé comme un rapport non direct, c'est-à-dire non pas le rapport à une expérience qu'ils peuvent mettre en mots, mais comme le fruit d'une recherche. Ils ont dû passer par l'enquête, ils ont dû aller à la recherche des documents, que ce soit des témoignages, que ce soit de papiers, de photographies, de papiers officiels, je veux dire, de rapports d'enquête de l'anthropologie, etc., etc. Voilà. Ils doivent passer par ces documents pour se forger un récit d'une histoire qui, paradoxalement, ils sont vécus, mais dont ils n'ont pas de souvenirs. Donc, le document vient là, il sert comme une sorte de prothèse, c'est pourquoi on parle parfois de mémoire prothétique, parce que c'est une sorte de prothèse pour pouvoir construire un récit de soi. Après, sur le statut des faits qu'il raconte, la plupart du temps, il s'agit de faits qui se sont produits. J'ai donné un exemple extrême avec Ernesto Seman et sa dystopie, et son île complètement imaginaire. Mais en fait, dans beaucoup de cas, il s'agit d'un récit de faits réels. Mais ils doivent passer par l'appui sur les résultats de cette enquête pour revenir à une mémoire en quelque sorte plus intime. Et c'est là qui rend très productive leur démarche très productive. Parce que, par exemple, Albertina Carri, il n'y a pas Laurence ici aujourd'hui qui a beaucoup travaillé sur elle, mais bon, elle pourrait m'accompagner dans ce que je dis. Dans Los Rubios, par exemple, de 2003, qui a été un des films qui a lancé vraiment cette génération dans le cinéma, en tout cas. Et justement, elle dit, bon, j'avais une petite... Elle l'a assistée, elle était présente au moment de l'enlèvement de leurs parents. Les militaires l'ont capturée, elle aussi. Après, ils l'ont rendue à sa famille. Mais elle a vécu ces moments-là. Mais elle avait 3 ans. Et donc, du coup, elle a des souvenirs. Elle revient au quartier où elle a vécu étant petite et elle a des souvenirs. Elle se dit, je me souviens de Rosita. Rosita, elle allait à vélo. Rosita, je l'imagine toujours avec un pouls sur la tête parce que ma grand-mère me disait, surtout ne joue pas avec Rosita qui a des poux. Mais je ne me souviens pas si elle avait des poux ou pas de poux. Je ne me souviens pas si elle était Rosita ou elle était Marie. Donc, voilà, il y a tout ce travail sur... qu'est-ce que je peux retirer de mon souvenir? Ce dont je me souviens parce qu'on me l'a dit, ou ce dont je me souviens parce que je l'ai tout simplement imaginé. Et c'est cette fragilité dans le souvenir qui fait qu'ils doivent aller mener cette recherche et qui le pressentent non pas les résultats de cette recherche, mais tous les processus de construction. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à ce que tu disais, mais c'est par rapport à ceux qui ont vécu ces événements étant adultes, ils n'arrivent pas à formuler dans un récit leur histoire vécue, cette histoire vécue, sans passer par l'appel aux documents, à la preuve, voilà, ou au récit d'autres. Je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que je fais. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que justement, quand Julia Rosteri propose cette notion, en fait, il légitime la mémoire comme source d'histoire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que justement, pour un historien, c'est une manière de dire, parce que bon, l'Espagne, en fait, histoire-mémoire, c'est comme 2 choses très différentes, ce qui est tout à fait vrai, mais ce n'est pas parce qu'ils sont 2 choses différentes qu'il y a une sorte de hiérarchie dans le sens où la mémoire, elle est aussi source, justement, comme tu as dit, heuristique, c'est quelque chose qui propose une connaissance. Et en fait, ce qui est intéressant de la part de cet historien, c'est que
le fait d'incorporer cette notion permet justement d'accorder une légitimité à un récit qui est construit basé sur une mémoire, même si la mémoire s'est enfuie ou elle est très, très fragile, étant donné qu'elle était, on va dire, naissante, c'est-à-dire c'était des enfants qui pouvaient avoir 1 an, 2 ans. Oui, voilà. Donc, que ce n'était pas une mémoire consciente, on va dire. Voilà, Parce qu'on doit construire, on doit revenir une fois qu'on est adulte. Voilà. Oui. Pour montrer comment il y a aussi, pour l'histoire, c'est important de pouvoir compter sur ce type de source finalement. Parce que oui. de construire un récit. Oui, je vois ce que tu dis. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces jeunes ont eux-mêmes témoigné dans les procès. Oui, absolument. Voilà. C'est-à-dire, et aussi, bon, j'ai donné juste le cas des Seman, mais il y a d'autres. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est de comparer ce qu'ils disent dans leurs témoignages juridiques et la manière dont ils réélaborent tout ça avec une énorme liberté, disons, expressive dans leurs travaux. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose, cela peut t'intéresser, Cécilia et les autres, vous faire part de la parution d'un ouvrage collectif cette semaine au pub à Bordeaux-Montaigne, qui est dirigé par Marie-Estripo-Bourjac et qui s'intitule alors « Vivre avec la mémoire des conflits, d'un continent à l'autre ». Et c'est un ouvrage qui justement traite de cette question de la mémoire post-conflictuelle ou post-traumatique, l'idée de la réparation. Et il y a des contributions de chercheurs, de témoins et d'artistes aussi. Donc c'est un ouvrage qui vient juste de sortir. Voilà. Parfait, un complément parfait. Et si je peux aussi ajouter par rapport à ça, j'avais regardé un petit peu, il me semble aussi qu'il y a des contributions sur l'Europe et sur l'Amérique latine. Oui, tout à fait. Voilà. D'un continent, le titre complet, c'est voilà. Avec la mémoire des conflits d'un continent à l'autre. Voilà, c'est ça. On est damnés à travailler dans ce type d'approche. Et bon, il reste encore quelques minutes et le temps parce qu'il y a pas mal de doctorantes qui ont peut-être des choses, qui veulent peut-être te demander des choses, donc le temps qu'elles réfléchissent. Voilà, moi j'ai une réflexion complètement à l'emporte-pièce et puis une question un peu plus précise à laquelle tu pourras facilement répondre parce qu'elle est très factuelle. La réflexion à l'emporte-pièce, c'est j'écoutais hier soir Tristan Garcia que j'aime beaucoup, chez Laura Adler que j'aime beaucoup aussi. Alors c'était une rediffusion, mais et il parlait de son enfance algérienne. Alors il est né en 80, ça m'a un peu interpellé, mais bon, c'était pas pour ça. Et il parlait de document unique. Voilà, il disait qu'il avait eu un rapport au document unique. Et donc, c'était propice à la fétichisation, évidemment. Et il mettait ça en relation avec ce qu'on sait tous, mais bon, c'est pas par le biais forcément de la comparaison avec le document unique, mais avec la profusion totale des images qui attestent et qui documentent maintenant, parce que nos enfants sont tous sursaturés d'archives propres et de numérisation de leur vie. Et donc, je me disais, c'est vrai que cette raréfaction, ce dénuement, il était co-orienté en fait avec les expériences de la perte qu'eux avaient subies, et cette fétichisation, elle était salutaire, bénéfique, elle était aussi permise par cette raréfaction. Enfin, il y avait une espèce de co-direction de tout ça. Et je me disais aussi que les vases communicants avaient peut-être joué au moment de déclarer ou de manifester la profusion comme forme d'expression, profusion dans le mélange et dans la multiplication des formes d'expression. Et puis je me disais aussi, c'était encore plus dans le porte-pièce, est-ce que cette profusion de maintenant qui les encadre met à l'abri de cette violence de la disparition et du trauma qu'elle entraîne, mais ça évidemment c'était complètement fantaisiste. Alors la question qui est plus précise, c'est sur le terme interpellation que tu as employé, puisque c'est un terme qui a au moins deux acceptions très, pas discordantes, mais enfin très complémentaires, parce que ça va de l'injonction à la demande de reconnaissance. Donc l'interpellation, ça m'a beaucoup intéressé aussi, à l'encontre ou à l'endroit des survivants de la première génération, de ces deuxième ou troisième génération. Et une interpellation que moi je mets en rapport, sans que ça désactive l'un des deux sens, avec ce que tu as dit un peu par la bande, mais quand même tu as dit... en évoquant une forme d'autotélisme
ou d'un art plus intéressé par lui-même, peut-être jusqu'au milieu des années 80, je ne suis plus très sûr de la datation que tu as proposée. Et du coup, je me demandais, cette interpellation, quel feedback elle a reçu, quel écho, quel est le perlocutoire auprès des survivants de première génération. Oui. Oui, voilà. Donc, la question de l'objet unique et de son pendant contraire, la profession, on la retrouve dans cette production. Hein, parce que c'est vrai que, bon, je ne pouvais pas m'étendre, mais l'exhibition des images et de l'album familial et dans le film, par exemple, dans les documentaires, est très frappante. Si on prend un film comme M de Nicolas Prividera de 2008, la redondance de photos, la photo des familles, l'album familial, il apparaît constamment, profusément et d'une manière avec une insistance qui va au-delà du pouvoir de certification. Hein, et donc, c'est vrai qu'on trouve les deux dans cette production. L'objet unique, bon, dans le cas du roman des Seman, c'est le cas extrême, mais disons les peu de photos, peu d'objets, mais mis en valeur, d'un côté et d'un autre côté. Et l'objet rare, la perle rare que j'ai trouvée dans mes recherches, et d'un autre côté, au contraire, cette profession. Les deux sont là. Je pense que les deux ont trait à la transmission, hein, parce que aussi bien, c'est les seules choses qui restent, donc aussi bien dans le film de Nicolas Prividera dont je parlais que dans le roman des Seman, vont être ces photos l'objet de la transmission à la génération d'après, donc c'est la suivante. Donc effectivement, ils sont plusieurs rôles. Et en ce qui concerne la question de l'interpellation, donc ça a été très rapidement vu, et je ne pouvais pas m'étendre parce que c'était déjà long, mais en fait, quand les premiers enfants ont commencé à produire leurs propres films, non pas à témoigner pour Juan Gelman, hein, mais à produire leurs propres films, d'abord récits écrits ensuite. Et on a tout de suite vu qu'ils allaient interviewer les camarades de leurs parents, parce que c'était dans des contextes militants que ça s'est produit. Par exemple, dans le film Papa Ivan de María-Inés Roque, elle est allée voir les anciens camarades de son père. Et en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi mon père a pris les armes, pourquoi mon père m'a abandonné, pourquoi je ne veux pas d'un héros, vous me rendez le portrait d'un héros, mais moi je voulais un père. Et donc cette sorte de conflit entre la sphère familiale intime et la sphère publique dans la figure du père, et qu'est-ce que vous souhaitiez faire, et pourquoi vous avez fait ceci, ou pourquoi vous avez fait cela. Et en fait, les survivants de la première génération ont eu tendance, dans un premier temps, à donner effectivement des portraits assez épiques, hein, des parents disparus, ce qu'on peut comprendre, hein, parce qu'il s'agissait de rendre à ces enfants qui étaient orphelins une image de leurs parents qui était une image améliorée, qui était une image en quelque sorte dont ils pouvaient être fiers, alors que socialement, ils avaient été vraiment condamnés. Mais ça a été, cette production des enfants a été un des premiers essais très salutaires de briser justement une certaine mythification du militantisme des années 60-70. Et une manière de se demander comment ils vivaient, quelles étaient leurs valeurs, quels étaient leurs rapports, y compris en termes de rapports de genre, par exemple. Est-ce qu'il y avait du machisme au sein des organisations? Est-ce que les femmes devaient s'occuper des enfants, etc. Donc, dans cette manière d'aller interroger la première génération, tout d'abord, ils ont cherché des réponses, mais également, ils ont produit ils ont renouvelé les questions qu'on posait à la génération d'avant. Non pas tellement quel était votre projet politique ou dans quelle tendance de l'extrême gauche vous vous situez. Non, c'était plutôt comment vous viviez, comment vous vous organisiez, qui faisait quoi. Hein, et d'ailleurs, par exemple, dans le film que j'ai mentionné tout à l'heure, Los Rubios de Albertina Carri, on voit bien que quand elle a beaucoup interviewé, elle a gardé quelques extraits, et dans les extraits qu'elle a gardés, des témoignages de sa tante ou des camarades de ses parents, en fait, ce qu'on retrouve, c'est une étopée. Enfin, c'est pas un portrait, d'abord, c'est pas un portrait physique, et d'un autre côté, et c'est pas un récit, c'est pas les idées des parents, c'est plutôt leur portrait moral. Comment ils étaient, s'ils étaient solidaires en prison, s'ils s'entraidaient, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils se réunissaient
voilà, tout cet aspect-là qui apparaît. Donc, cette interpellation a eu cet effet, hein, qui a été un effet plutôt bénéfique, parce que l'idée, c'était de rendre hommage à leurs parents, mais en même temps de ne pas les traiter comme des héros cristallisés d'un récit épique. Très bien. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? J'ai une question sur les doctorants. Non. Merci Cécilia, c'était vraiment très intéressant. Alors, ça me fait réfléchir, du coup, à comparer en fait avec le contexte brésilien. Donc, je reconnais toutes les caractéristiques et je vois quelque chose une autre stratégie formelle qui est très présente dans la production des enfants au Brésil, et je ne sais pas si tu le vois aussi en Argentine et au Chili, qui est un rapport, en fait, le présent politique du Brésil devient une sorte de déclencheur de du récit, de la mémoire, parce que justement, le présent actuellement fait écho à la dictature qui a été très vite enterrée au Brésil et qui ressort maintenant. Donc, c'est une question. Et la deuxième, je voulais avoir un peu ton avis sur la critique que Béatrice Sarlo fait sur cette génération. Comment tu la sens, toi? Oui, bien sûr. Bon, concernant le premier point, oui, tout à fait. Enfin, là, je pense qu'il y a eu quelque chose de semblable en Argentine, mais qui s'est produit à un autre moment. Justement, ça a été le contexte d'impunité des années 90, l'idée qu'on avait fait un retour en arrière phénoménal. C'est-à-dire que les peu de procès qu'il y avait eu dans les années 80 aux généraux des juntes avaient été annulés par la grâce présidentielle donnée par Menem au début de son mandat. Et donc, du coup, tous les procès étaient arrêtés, et que rien ne s'est passé, et que finalement, la dictature risquait de tomber un peu d'un oubli. Donc, l'entrée dans l'espace public a été conditionnée directement par cette actualité, cet agenda politique. Par contre, je pense que la différence, c'est qu'ils n'ont pas tout de suite allé vers les productions artistiques. C'est d'abord l'association qui naît, tu vois, comme collectif. Et c'est par la suite, donc ça c'est 95, et c'est vers 1999, on a l'expo de photos de Lucila Quieto que je vous montrais tout à l'heure. On va avoir peu de temps après Los Rubios et Papa Ivan, début des années 2000, et plus tard encore la littérature, comme s'il y avait eu deux temps. Je pense que le cas argentin est très marqué. Quand je dis le cas argentin, c'est les Argentins qui sont en Argentine, parce qu'il y a des Argentins en exil de la deuxième génération. Et ça, c'est une autre chose. Hein. Mais pour les Argentins de l'Argentine, la production de cette génération a été tout d'abord intimement liée par l'apparition des hijos qui naît de cette actualité politique. Et il y a un deuxième temps, qui est le temps de la création cinématographique, artistique, peu de temps, mais quand même un petit hiatus. Alors que si je comprends bien, mais tu me diras, parce que c'est le cas brésilien, c'est plutôt sous forme de littérature ou de cinéma qu'on retombe, plus que dans les milieux militants. Oui, il n'y a pas, ça ne part pas de la politique et du militantisme. Voilà. Oui. Dans le cas argentin, après, on a ce que ma collègue Thérèse appelle les anneaux. Hein. Il y a différents anneaux. Le premier cercle, qui sont les enfants liés à l'association et qui commencent à tourner, filmer, écrire, prendre des photos. Et après, il y a différents cercles qui s'éloignent de plus en plus de cette appartenance. Mais ça part de là. Mais par contre, c'est l'agenda politique qui a donné, qui a généré tout ça. Et puis pour Beatriz Sarlo, c'est très intéressant, oui. J'ai mentionné Violenciencio, mais j'ai oublié Beatriz Sarlo. Oui, dans Tiempo Pasado, effectivement, Beatriz Sarlo, en 2005, elle dit, en fait, il ne s'agit pas on ne peut pas parler le terme post-mémoire n'est pas correct, parce que soit on a le souvenir de quelque
quelque chose, soit on ne l'a pas. On ne peut pas être dans la post-mémoire. Il n'y a pas de mémoire des deuxième génération. Mais à cela, moi, je répondrai avec Aleida Hasman, non, qui, elle, justement, elle répondait à son tour à une objection de Susan Sontag par rapport à la mémoire collective. Et Susan Sontag disait, il n'y a pas de mémoire collective, il n'y a de mémoire qu'individuelle, parce que la mémoire est un processus physiologique, neurologique, psychologique, si vous voulez, mais pas, on ne peut, ce n'est que comme métaphore qu'on peut aller vers l'idée d'une mémoire collective. Donc, Holbach et l'idée de mémoire collective, voilà, c'est problématique, hein, disait Susan Sontag. Et Aleida Hasman lui répond, et je pense que là, on peut répondre à la fois à Sontag et à Beatriz Sarlo, elle lui répondait non, parce qu'en fait, la mémoire individuelle est déjà une mémoire traversée par le social, toute la dimension symbolique. C'est-à-dire, on pense, on se souvient avec un langage, on se souvient avec des mots. On met certainement, on va mettre des mots différents. Enfin, c'est pas la même chose que de dire les subversifs ou les combattants, par exemple. Enfin, ces discours qui est mon discours à moi, mon discours propre, c'est un discours social intériorisé. Donc, j'ai mis un mot déjà dans mes souvenirs. Il y a une empreinte discursive qui est liée à un langage qui est social et qui est historiquement aussi déterminé à un moment donné. Ça d'un côté. Et d'un autre côté, on se souvient avec comment vous dire, avec des images et avec des archives qu'on a intégrées, mais qui ne sont pas le fruit d'une mémoire directe. On a des images dans notre tête qu'on a vues dans les médias, dans la télé, voilà, qui ne répondent pas à un souvenir direct, mais médiatisés par une archive. Donc, du coup, dans ce sens-là, je pense que cette critique est une critique un peu simple, voilà, de dire il n'y a pas de mémoire de deuxième génération, c'est un peu l'équivalent de dire il n'y a pas de mémoire collective. Il y a une mémoire parce qu'il y a un récit mémoriel qui est construit. Et donc, je pense que, avec toute la complexité dont on a parlé tout à l'heure, une partie de souvenirs qu'on peut dire entre guillemets propres, des souvenirs acquis et des souvenirs parfois fabriqués, comme le petit pouls de la fille de Los Rubios. Enfin, je ne sais pas si ça répond ou si ça te semble pouvoir répondre. En tout cas, moi, j'ai trouvé une réponse un peu satisfaisante à l'objection de Sarlo. Il y a une autre critique qu'elle fait, et pour laquelle je ne suis pas d'accord non plus, sur ce tournant subjectif. En fait, elle critique aussi le tournant subjectif même des chercheurs comme nous qui nous intéressons à ce type de questions. Et voilà, elle critique un certain manque d'objectivité, en fait. Et bon, je trouve assez surprenant, mais... disons qu'elle constate qu'après nous être débarrassés du sujet, de la catégorie de sujet, à partir notamment des philosophes du tournant linguistique et post-structuralistes, le sujet revient au galop dans les fictions ou dans les témoignages. Et donc, ça l'interpelle. Elle se dit pourquoi, comment on explique ces tournants. Voilà. Je pense qu'on a justement lu un dernier texte au séminaire Sirène, un texte d'Ivan Jablonka, ceux qui étaient présents se souviendront, voilà, qui justement, il s'appelle « L'histoire est une littérature contemporaine », où il revendique l'utilisation du jeu dans le récit historique, mais pas le jeu, disons, intime, pas le jeu mais plutôt un jeu de méthode, construit et qui montre d'où il parle et comment il est construit et les cartes qu'il utilise. Il met sur la table les cartes qu'il est en train de jouer. Et je pense que ce serait peut-être une manière de dire à Beatriz Sarlo que toutes les premières personnes ne sont pas nécessairement, ne manquent nécessairement d'objectivité. Si c'est un jeu de méthode qui se met en scène, comme dans les fictions ou fictions documentaires de la littérature, du cinéma des enfants ou de la littérature, il y a parfois un jeu de recherche aussi qui se met en scène et qui raconte non pas une version de l'histoire qu'ils considèrent la bonne, mais
d'une version de l'histoire telle qu'il a pu la construire avec les moyens dont il disposait. Voilà, donc, je ne sais pas. Mais bon, c'est tout un thème, c'est tout un sujet. On a longuement discuté aussi de cette question lors de notre dernier atelier. Oui, j'aime beaucoup ce livre. J'étais désolée de ne pas... J'avais cours ce jour-là. Oui, mais bon, mais on a beaucoup discuté parce que c'est pas une affaire réglée ni conclue. Non, on a discuté longuement, hein, Arantxa, tu te souviens? Donc, bon, mais c'est très intéressant, oui. En tout cas, je pense que pour eux, enfin, pour la production des enfants, se montrer en train de montrer, c'est un gage d'honnêteté. C'est souvent présenté comme ça. Ce que je vous montre, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ma version de mon histoire ou de l'histoire telle que j'ai pu la reconstruire avec ces pièces et ces documents de mon enquête et avec mon souvenir aussi lorsqu'ils l'ont. Parce que si on enlève cette partie métatextuelle, en fait, c'est là qu'on rentre dans quelque chose de dangereux peut-être, ou dans une zone qui n'est pas claire en fait. Donc c'est nécessaire d'assumer cette première personne pour pouvoir tout dévoiler en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Je me souviens que Carole, l'autre jour, il l'a dit à plusieurs reprises. Oui. Je devais être un personnage il fallait que je sois un personnage. Elle a essayé de ne pas être, mais finalement, ça sonnerait faux, en fait. Faux, voilà. Oui. C'est curieux parce qu'au lieu de contraposer la subjectivité du jeu à l'objectivité du récit dépourvu de jeu, ils disent pour que ce récit soit peut-être pas vrai au sens de je donne la version exacte de ce qui s'est passé, mais au moins pour qu'il soit honnête, il faut que moi, je me présente en tant qu'énonciateur et que je dévoile les ressources que j'ai mis en œuvre pour reconstruire tout ça. C'est assez frappant, ça. Oui, et je trouve que quand on fait ce type de recherche, finalement, je ne sais pas si tu le sens, mais moi, je sens parfois qu'il faut qu'on définisse notre place aussi pour dire d'où on parle. Parce que c'est vrai que la question générationnelle, finalement, elle est importante pour montrer notre perspective. Moi, je le sens de plus en plus. Je ne sais pas si on est finalement influencé par les artistes sur lesquels on travaille, mais en tout cas, je me pose beaucoup la question aussi. Oui, de comment présenter ta propre... voilà. Oui, c'est toute une... Et d'ailleurs, je pense que ce serait intéressant de faire un travail. Moi, je l'ai pensé pour l'Argentine. Je ne sais pas si dans d'autres espaces, on a beaucoup travaillé sur le cinéma, la littérature, la photographie, les arts, voilà, la peinture de la génération, de la deuxième génération. Mais je pense qu'il y a une recherche de la deuxième génération et que c'est absolument pas anodin. Quand on voit qui a cherché sur quoi en sciences sociales, en histoire, en sociologie, en sciences politiques, en littérature, et chez moi, en tout cas, je parle de ce que je connais le mieux, le cas argentin, dans les 20 dernières années, on voit qu'il y a une marque de la deuxième génération dans les recherches. Et ce que je disais par rapport par exemple, à cette question de l'interpellation que Raphaël posait, comment on a travaillé sur tout le rapport entre militantisme des années 60-70 et vie privée, ou par exemple question de genre, etc. La morale des révolutionnaires, morale un peu moralisante au pire des sens, parfois très rigide. Et dans les sciences sociales, on a deux livres qui sont extraordinaires, qui travaillent sur ces questions, qui sont... Las Revolucionarias de Alejandro Berti, d'un côté, et d'un autre côté, c'est un livre sur le PRTR, je ne me souviens plus le titre exact, de Patricia Carnovale, et les deux, elles sont des chercheuses de deuxième génération, et ce n'est pas anodin qu'elles se soient intéressées à ces objets de recherche qui étaient impensables pour la génération précédente, qui allait travailler beaucoup plus sur, je ne sais pas, le discours militant, les lignes, si c'était maoïste, si c'était chrétien, si c'était trotskiste, etc. Alors qu'elles vont sur des sujets qui ont beaucoup plus à voir avec ce lien entre les aspects publics et les aspects
privée, la question du microphysique du pouvoir à l'œuvre dans les organisations de la gauche, par exemple. Et je pense que c'est la marque d'une deuxième génération aussi dans la recherche. Mais il faudrait quelqu'un pourrait faire un travail là-dessus, je crois. Ouais. Donc là, nous tous, nous sommes concernés. On ne choisit pas ce sujet par hasard non plus. Ça, oui, c'est clair. Merci, Cécilia. Non, mais merci à vous, à toi. Bon, merci beaucoup. Je ne vois pas de demande de prise de parole, malgré le temps bien employé qui a été laissé. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Hein, merci beaucoup, Cécilia. Merci à vous tous. La discussion a montré qu'il y avait beaucoup de matière et que ça avait passionné tout le monde. Je vous donne rendez-vous le 12 mars dans ce même cadre où Frédéric Pro nous proposera une communication liée aux origines, mais qui aura pour destin le livre sur l'anachronisme. Je renouvelle mon appel à ceux qui voudraient y contribuer en votre sein. Et j'ajoute, c'est la dernière chose que je voulais ajouter, on va rendre l'antenne à 11h, ça va, compte tenu de la densité de ce qui a été dit, c'est très bien, que évidemment les communications de ce séminaire, elles auront tout naturellement leur place dans la revue, au chapitre des variables, si on veut les publier dans l'immédiat, c'est-à-dire dans l'année qui vient. Hein, c'est aussi un implicite que je voulais lever. Bien, écoutez, pour certains d'entre vous, il y a encore du travail aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des séminaires qui se tiendront. Pour les autres qui vont quand même travailler, je le sais, mais je vous souhaite un bon week-end néanmoins. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Bientôt, merci. 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 Bye bye. Merci Raphaël. Bon week-end à tous. Ciao, ciao. Bon week-end.